émission. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Héros Télévision, bienvenue dans votre émission Droit et Justice. Droit et Justice qui est cette émission de droit que vous suivez chaque jeudi à pareille heure sur les antennes des Héros Télévision. On se retrouve encore une fois de plus dans cette émission. Question de parler d'une nouvelle thématique, particulièrement dans cette émission aujourd'hui. Nous allons parler d'une matière bien précise, ou bien pas, même pas une matière, mais nous allons vous présenter un ouvrage qui s'intitule tout simplement Les droits des réparations. Ça sera dans cette émission, et pour en parler, nous recevons l'auteur de ce livre. Nous l'avons en deux volets. Il s'agit du professeur Pierre-Félix Kondolo, avec qui nous allons devoir faire cette émission, et nous le disons déjà, bienvenue prof. Merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois, c'est un plaisir de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Droit et Justice. Alors, d'entrée des jeux, je le disais déjà à tantôt aux téléspectateurs, nous aurons à parler de ces livres qui s'intitulent tout simplement Droit des réparations. Déjà d'entrée des jeux, peut-on savoir de quoi s'agit-il dans cet ouvrage? Oui, il s'agit de prolongement d'une thèse de doctorat que nous avons soutenue à l'Université de Montréal. Et nous avons réfléchi sur les réparations des victimes. Il y a des personnes qui subissent de l'injustice, il y a des personnes qui sont victimes des actes criminels, il y a des personnes qui sont victimes de la part de l'État de certains actes, et comment ces personnes peuvent entrer en jouissance de réparation des préjudices qu'elles subissent. Voilà brièvement ce que nous avons fait, et nous l'avons présenté en deux parties. Il y a le premier volume qui parle de droit en général, droit de la personne qu'on appelle le droit de l'homme, et le droit international humanitaire. Alors que dans la deuxième partie, nous avions voulu parler de mécanismes d'accès des victimes à la justice. Comment les victimes peuvent accéder à la justice pour recevoir des réparations. Voilà brièvement ce que nous avons dit à travers les deux ouvrages. Ok. Est-ce que peut-on savoir, est-ce qu'il y a-t-il une catégorie spécifique des victimes auxquelles vous vous intéressez, auxquelles ce livre s'adresse, ou il s'agit de toutes les victimes d'une manière générale? Il y a des catégories de victimes, mais les deux volumes s'intéressent à toutes les catégories de victimes. Il y a des victimes d'actes criminels, il y a des victimes de faits civils, il y a également des victimes de violations des droits de l'homme et des victimes de violations du droit international humanitaire. Donc, toutes ces catégories ont été examinées dans le cadre de publication de ces ouvrages. Ok, finalement nous sommes en train de parler de cet ouvrage. D'abord nous allons parler du tome 1 que j'ai entre mes mains. J'espère que les téléspectateurs vont devoir le voir. Peut-on savoir ici de quoi il est question? C'est vrai que vous parlez des victimes d'une manière générale, et pour nous ici, peut-on déjà savoir quels sont les mécanismes des réparations qui sont prévus pour que une personne qui se trouve peut-être victime d'une injustice et tout ça puisse accéder à la justice? Donc d'une manière générale, de quoi s'agit-il dans ce premier volet, je peux dire, de cet ouvrage Droit des réparations? Dans le premier volet, nous expliquons d'abord, nous partons des principes du droit général. Le principe du droit général, prenons le cas de notre pays, c'est des principes dégagés par les articles 258 et 259 que tous les juristes connaissent. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige la personne par la faute de laquelle la faute est arrivée à réparer. Ça, c'est un principe général qui est décrit dans le droit général, dans le Code civil, livre 3. Mais en dehors de ce principe, il y a également des principes des droits de l'homme. Il y a des mécanismes des droits de l'homme qui qui protègent l'être humain et qui parlent de comment réparer, quels sont les mécanismes de réparation qu'il faut envisager lorsque on a violé le droit de l'homme. Par exemple, la liberté de circulation.
Par exemple, la liberté de manifestation, par exemple, le droit d'expression, la liberté d'expression lorsqu'on la viole. Qu'est-ce qu'il faut pour que la victime soit réparée parce qu'elle est victime d'une violation d'un droit. Mais il y a également des principes qui résultent du droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre. Lorsqu'on mène des guerres, il y a des mécanismes, il y a des droits qui sont prévus pour ceux qui mènent la guerre et des devoirs ou des obligations qui leur incombent lorsqu'ils sont en train de mener la guerre. C'est ça le droit international humanitaire. Il y a des limites quand on mène la guerre, limites au-delà desquelles, lorsque vous les dépassez, vous devez subir non seulement des répressions sur le plan pénal, mais également des indemnisations vis-à-vis des victimes qui ont subi le préjudice par vos actes de guerre. Donc il y a à peu près 3 parties. Une partie pour le droit général, en général, le droit civil, les principes qui résultent des commissions des infractions, comment réparer en matière civile. Et vous avez le droit de l'homme, ce que nous connaissons, qui résulte tous les droits protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ce qu'on appelle la Charte internationale relative aux droits de l'homme et d'autres principes qui dégagent des conventions de Genève sur les droits internationaux humanitaires. Voilà, prof, si vous permettez, avant peut-être que l'on puisse aller trop loin, en analysant ces 2 ouvrages, peut-on savoir à quel type de personnes s'adressent ces ouvrages? Ça s'adresse d'une manière générale à toute la population, ça s'adresse aux étudiants en droit, aux juristes, ou ça s'adresse à tout le monde, ces ouvrages? La question des réparations concerne tout le monde. Il faut le savoir. Nous tous, nous subissons d'une manière ou d'une autre une injustice quelconque dans la société. Et lorsqu'on subit une injustice quelconque dans la société, lorsqu'on subit une violation quelconque d'un droit qui nous est reconnu, nous sommes tous donc intéressés à chercher des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous subissons ces genres d'actes? Qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir des réparations? Vous savez, dans la société, il y a pas mal des actes qui se commettent contre les personnes, que ce soit des actes criminels, que ce soit des actes civils, mais nous sommes butés à un problème très sérieux, c'est celui d'obtenir les réparations des actes que nous subissons comme des actes injustes. Nous savons bien crier, nous savons bien dire que nous avons été violentés dans notre droit, nos droits ont été violés, mais comment arriver à obtenir réparation de ces droits qui sont violés? C'est ça toute la problématique. Comment est-ce que des personnes qui subissent des violations peuvent obtenir des réparations? Donc les ouvrages intéressent toutes les personnes général, parce que même si vous n'avez jamais subi un préjudice quelconque par un acte d'une personne, mais vous pouvez avoir un frère qui a subi un préjudice quelque part, une violation d'un droit quelque part. Et donc, vous êtes intéressé, même si vous n'avez pas encore subi des préjudices directement, mais aussi toute autre personne peut être intéressée par ces ouvrages. Voilà, nous parlons toujours du premier volume de cet ouvrage qui s'intitule « Droit des réparations », droit de la personne, droit général. Il s'adresse également au droit international humanitaire. Peut-on savoir le premier volume de l'ouvrage est subdivisé à combien de chapitres et quelles sont les matières que vous abordez dans chaque chapitre de cet ouvrage? Merci beaucoup. Dans le premier ouvrage, nous parlons principalement de 3 sortes de droits. Nous parlons premièrement de droit général. Quels sont les critères que le droit général arrête? Est-ce que peut-on savoir également en même temps c'est quoi le droit général? Aujourd'hui, peut-être pas seulement les juristes qui sont en train de nous suivre, mais il y a toute la population qui est en train de nous suivre. Qu'est-ce que l'on entend par le droit général, par le droit de la personne et par les droits internationaux humanitaires? Par le droit général, ce que nous voulons dire, d'après notre définition que nous donnons à ces ouvrages, c'est un droit qui s'applique de manière générale à toute la communauté, un ensemble des règles, un ensemble des lois, des textes prévus par le pouvoir public, c'est-à-dire l'État, et qui s'adresse à sa communauté. Par exemple, au Congo, lorsque nous voulons parler du droit général, sur les réparations, nous recourons à un droit civil, nous recourons aux dispositions du droit pénal, nous recourons aux dispositions du code pénal militaire. Donc nous voyons
sur le plan général, comment le droit réglemente ou prévoit les conditions de réparation des personnes. Okay. C'est ça ce que nous qualifions de droit général. Alors que le droit de la personne ou le droit de l'homme, nous recourons principalement aux instruments internationaux qui prévoient ou qui protègent l'être humain. Là, nous avons la Charte des chartes, qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui contient 30 articles. Et dans ces 30 articles, vous avez les droits qui sont protégés par des personnes. Je peux vous citer l'exemple d'un droit à la vie. Je peux vous citer l'exemple de liberté des consciences ou la liberté des religions. Je peux vous citer la liberté des circulations. Je peux vous citer le droit à avoir une nationalité. Je peux vous parler des droits d'asile. Donc tous ces droits constituent un droit international des droits de l'homme. Mais comme pour informer beaucoup plus davantage, cette déclaration a été éclatée par 2 pactes internationaux. Il y a un pacte qui prévoit les droits civils et politiques. Les droits civils et politiques sont tous les droits que la personne exerce au sein de la nation en tant qu'être humain. Les droits politiques, c'est le droit d'accession à des fonctions politiques, à des fonctions publiques, comme le droit d'être élu ou le droit d'élire quelqu'un. Donc ça vient d'un pacte qu'on appelle le pacte international relatif aux droits civils et les droits politiques. Okay. Mais à côté, vous avez le pacte international aux droits économiques, aux droits sociaux et aux droits culturels. Les droits économiques sont des droits liés à la vie économique de la nation et de l'individu. Mais vous avez aussi les droits sociaux qui sont des droits comme le droit du travail, oui, comme le droit du travail, comme le droit à un salaire, qui sont des droits sociaux. Mais vous avez également la 3e catégorie de ces droits qui sont des droits culturels. La liberté de sport, la liberté de jouir du patrimoine commun de l'humanité, etc. Donc vous avez ces 2 pactes qui proviennent des Nations Unies et qui protègent les êtres humains tant sur le plan civil, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social ou sur le plan culturel. Le tous ensemble forment les droits que nous appelons les droits de l'homme parce qu'ils sont ensemble réglementés, les 2 pactes avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils sont appelés ensemble la Charte internationale des droits de l'homme. Donc ces droits sont également des droits à protéger coûte que coûte. Maintenant, peut-on savoir combien les chapitres sont contenus dans le premier volume de cet ouvrage? Oui, chaque droit porte un chapitre. Donc, il y a à peu près 3 chapitres. Chaque disposition, chaque partie du droit porte sur un chapitre et nous détaillons. Nous détaillons, nous montrons. Le point le plus important, c'est qu'à tout point, tout le droit, nous voyons beaucoup plus l'aspect réparation. Nous expliquons les droits que la personne doit avoir, mais nous expliquons aussi, et si quelqu'un viole ses droits, comment vous pouvez-vous obtenir la réparation? Nous pouvons dire, par exemple, chez nous, nous avons beaucoup de droits protégés par la Constitution. Mais si quelqu'un viole ses droits constitutionnels, qu'est-ce que vous, individu, vous devez faire? Vous devez vous agir contre qui? Contre l'État, contre les personnes engagées par l'État ou contre les autres citoyens qui auront violé le droit. Donc nous répartissons selon les différentes rubriques qui sont contenues dans cet intitulé. Avant peut-être que l'on puisse parler du 2e volume du livre, c'est quoi la synthèse que vous pouvez faire de ce premier volume du livre Droit des réparations? Oui, la synthèse que je fais, c'est que nous avons des dimensions importantes qu'il faut retenir. C'est que lorsque vous voulez obtenir la réparation, il y a les principes généraux qui résultent des droits généraux. Il y a par exemple les conditions qui doivent être remplies. Il faut qu'il y ait une faute qui est commise sur une personne ou sur ses biens. Il faut qu'il y ait un dommage qui est créé par cette faute. Et il faut qu'il y ait un lien que vous devez établir, ce que nous appelons le lien de causalité, entre la faute qui est commise et le dommage qui est produit. Je vais vous donner un petit exemple. Quelqu'un vous donne un coup. Il vous donne un coup, c'est qu'il commet une faute. Alors ce coup a produit quoi? Ça produit le gonflement,
ça produit une plaie, ça c'est un dommage, c'est un préjudice. Donc cette faute du coup a engendré un préjudice qui est le gonflement ou qui est la fracture qu'il faudra par la suite qu'il faudrait réparer par la suite. Mais les deux doivent avoir un lien. C'est-à-dire qu'il faut que la faute produise un dommage pour qu'il y ait réparation. Donc quelqu'un peut vous avoir donné le coup à la tête, mais vous avez des pieds cassés. Mais non, un coup qu'on vous a donné, une petite gifle qu'on vous a donné à la tête, ne peut pas engendrer la fracture des pieds. Donc, naturellement, il n'y a pas de lien entre le coup que vous avez reçu et le préjudice que vous subissez pour que s'entraîne réparation. Donc, ce sont les trois conditions générales qu'il faut retenir dans un premier volume. Aussi, en dehors de ça, nous avons des modes de réparation. Il y a la réparation en nature. Quelqu'un a cassé par exemple votre voiture, il doit vous rembourser une voiture. Mais il y a également la réparation par équivalent. Dit bon, j'ai cassé votre voiture, mais je ne peux plus vous restituer la voiture. Est-ce que je peux vous donner l'équivalent? Combien coûte la voiture? Et la personne paye l'équivalent de la voiture. Ça, c'est sur le plan du droit général. Mais il y a également les mécanismes que les Nations Unies ont mis en place pour réparer. Vous avez par exemple la compensation, vous avez l'indemnisation, vous avez la non-répétition des actes que vous commettez, et vous avez des mécanismes tels que la réhabilitation, la réadaptation. Ce sont autant de mécanismes qui sont prévus en matière de droit international et que nous appliquons dans notre système juridique interne congolais. Donc c'est ce que j'ai expliqué. Vous avez subi le préjudice. Dans telles circonstances, voici les mécanismes pour obtenir réparation. Vous l'avez subi dans les circonstances de violation des droits de l'homme ou des droits internationaux humanitaires. Voici les mécanismes que les Nations Unies mettent en œuvre et que notre pays a adhéré pour que vous puissiez obtenir réparation. Voilà, madame, monsieur, voilà donc l'essentiel du premier volume de cet ouvrage que nous sommes en train d'analyser dans cette émission Droit et Justice. L'ouvrage s'intitule tout simplement Droit à des réparations. Dans ce premier volume, vous avez suivi le prof, il s'agit du droit général, il s'agit du droit de la personne, mais également le droit international humanitaire. Il a expliqué l'essentiel de chaque chapitre de ce premier volume de l'ouvrage intitulé Droit à des réparations. Voilà ce qui nous amène donc à parler du deuxième volume de cet ouvrage, parce que nous les avons tous deux sur ce plateau des Héros Télévision dans cette émission Droit et Justice. Mais ici, prof, si vous permettez, l'ouvrage s'intitule Droit des réparations, mécanismes pour l'accès des victimes à la justice. Donc je crois que en ayant suivi les explications sur le premier volume, on peut déjà comprendre qu'ici il s'agit les manières par lesquelles les personnes peuvent obtenir réparation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans le premier volume, nous donnons les théories, nous expliquons comment une personne peut obtenir réparation, quels sont les mécanismes qu'il faut suivre pour obtenir réparation. Mais ici, dans le deuxième volume, nous sommes dans les mécanismes pragmatiques. Nous développons. Vous connaissez que vous avez subi un préjudice, vous êtes informé normalement que vous pouvez être réparé, mais comment y procéder? Voilà l'objet de deuxième volume. Comment vous pouvez procéder? Qu'est-ce que vous devez faire pour que vous puissiez entrer en jouissance de vos réparations? Il faut passer par la justice. C'est pourquoi nous appelons ça mécanisme d'accès des victimes à la justice. Donc, il ne suffit pas de subir et de commencer à crier. Il faut aller en justice parce que c'est la justice qui trouve des solutions à tous les problèmes. Si vous permettez, prof, parce que ici, vous avez parlé d'abord, dans le premier volume, on a parlé du droit général, on a parlé des droits de la personne, on a parlé également du droit international humanitaire. Alors, les mécanismes dont est question dans ce deuxième volume de l'ouvrage, il s'agit des mécanismes d'accès à la réparation dans la justice nationale ou même dans la justice internationale. J'ai parlé des deux. Je suis allé même un peu plus loin que ça. J'ai parlé de l'accès à la justice nationale d'abord. Parce que nous sommes dans notre pays, il faut que les personnes sachent, lorsqu'il est victime, quelle est la justice, de quelle justice s'agit-il. Donc j'ai défini cette justice, j'ai expliqué devant quelle justice il faut que la personne aille. Mais j'ai également expliqué maintenant la justice internationale. Le cas de la Cour pénale internationale,
les cas des tribunaux pénaux internationaux et des cas des tribunaux internationalisés. Les cas des tribunaux hybrides qui ont été créés dans certains pays spécialement pour réparer les préjudices, comme le cas de Cambodge, comme le cas de Sierra Leone. Mais je n'ai pas oublié de m'appesantir sur le cas de la Cour pénale internationale. Comment les réparations se font devant la Cour pénale internationale. Nous sommes au stade où nous avons dépassé le niveau de faute. Nous sommes déjà au niveau de la justice. Comment y entrer dans la justice? C'est ça, c'est que nous appelons le mécanisme d'accès à la justice. Vous avez subi, vous connaissez les conséquences, mais comment aller en justice? Parce que dans notre pays, c'est ça le plus grand, une des plus grandes difficultés, c'est que les personnes ignorent comment accéder à la justice. La justice ici est entendue sous deux aspects. La justice comme réparation, c'est une justice à laquelle vous avez accédé. La justice comme institution publique. Comment y aller pour que vous puissiez obtenir une justice de réparation. C'est des mécanismes comme ça que nous avons développés dans ce deuxième volume. Nous avons également démontré, au-delà de ces mécanismes, donner un avis critique si la justice congolaise principalement et la justice internationale a réussi sa mission de réparation. Sinon, qu'est-ce que nous préconisons? Nous préconisons un certain nombre de mécanismes qu'il faut mettre en place si nous voulons que la justice... Mais prof, si vous permettez, avant peut-être que l'on puisse aller un peu trop loin, peut-on savoir quelles sont les causes que vous avez identifiées qui font en sorte que de plus en plus de personnes, par exemple en République démocratique du Congo, ne puissent pas avoir accès à la justice? Est-ce que les lois sont méconnues, les gens n'ont pas connaissance de leurs droits, ou c'est quoi la grande difficulté que vous avez décelée dans vos recherches pour dire que les gens ont difficulté à accéder à la justice en RDC? Nous avons identifié d'abord les mécanismes judiciaires qui existent. Les mécanismes judiciaires qui existent sont trop complexes, à tel point que la personne qui n'est pas outillée en matière de droit ne peut pas accéder facilement à la justice. Complexe dans quel sens? Au niveau des procédures. En dehors de procédures, au niveau des dépenses qu'il faut engager. Parce que, bien qu'on dise la justice est gratuite, mais en réalité, sur terrain, la justice n'est pas gratuite. Vous devez payer les frais, vous devez payer les huissiers, vous devez payer les greffiers. Tout cela fait que la personne qui veut accéder à la justice a peur de provoquer une procédure judiciaire parce qu'il lui faut avoir de l'argent pour engager à la justice. Donc, c'est une des causes. D'autres causes, ça c'est en amont. En aval, nous avons identifié que pour les personnes qui accèdent par exemple à la justice, elles ont des difficultés pour entrer en jouissance de ce que la justice lui a alloué. Par exemple, vous pouvez aller contre une personne devant un tribunal, le tribunal se prononce en votre faveur, demande qu'on vous alloue ou condamne l'autre partie à vous payer, même l'État à vous payer. Mais comment vous allez entrer en jouissance? En d'autres mots, comment la décision va-t-elle être exécutée? Vous avez le problème de payer les frais pour la dactylographie de cette décision. Vous avez le problème de payer les droits proportionnels de 6% à toute personne qui gagne le jugement. Ce sont des frais, ce sont des obstacles à l'exécution d'une décision judiciaire. Donc il y a de plus en plus d'obligations financières qui ne permettent pas aux gens d'accéder. Parce que, comme nous disons, et comme je l'ai dit, lorsque la procédure se termine, une autre procédure commence, qui est même la plus compliquée et la plus dépensière. Donc vous avez la procédure pour combattre, pour obtenir votre décision. La décision est sortie, mais vous manquez les moyens pour commencer la deuxième procédure, qui est la procédure d'exécution de la décision, qui commence par la dactylographie, qui transite par le paiement des droits proportionnels et des frais de justice, et qui termine par l'exécution qui demande l'aide de la justice. Nous devons chuter avec l'émission. Peut-on savoir, parce que en raison de peut-être chaque titre, je peux dire, le premier volume du livre a eu 3 chapitres. Combien de chapitres contient le deuxième volume? Également 3 chapitres. Je répartis les faits, des faits qui entraînent les réparations, les faits
pour lesquels, si une personne s'est rendue victime ou s'est rendue auteur, ça peut entraîner la réparation à l'égard des personnes. J'ai identifié beaucoup d'effets, des faits de violation des droits de l'homme, dans le cadre tellement national. J'ai identifié les faits de violation du droit international humanitaire. J'ai identifié des faits civils et des faits pénaux qui peuvent entraîner des réparations dans notre pays. Dans la deuxième partie, je parlais des mécanismes. Quels sont les mécanismes qu'on a mis en place pour réparer ce préjudice? Par exemple, la question de justice transitionnelle. Par exemple, la question de justice réparatrice. Ça, ce sont des questions que j'ai abordées pour démontrer leur capacité et leur incapacité à réparer les préjudices des victimes congolaises. Et la dernière partie, c'est la partie où j'ai proposé des mécanismes. Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place? Notamment que j'ai réfléchi que les mécanismes que nous avons, comme la justice classique, n'est jamais parvenu à résoudre le problème des victimes. Surtout les victimes du droit international, des crimes internationaux. La justice que nous avons, les mécanismes qui ont été mis en place après, comme la justice transitionnelle, n'a pas réussi dans notre pays. Et donc, à conséquence, je propose qu'il y ait des tribunaux de droits de l'homme qui vont s'occuper de certaines questions. Par exemple, quelqu'un viole votre liberté d'expression. Où est-ce que vous l'amenez et comment vous prouvez ça? Il faudrait donc une justice spéciale, que moi j'ai qualifiée de justice des droits de l'homme, qui se chargera de vérifier tous les cas de violation du droit international humanitaire et du droit de l'homme. Voilà, nous sommes en train de discuter déjà avec cette émission. Prof, peut-on savoir, parce que ce sont des ouvrages qui sont mis à la disposition, vous l'avez dit, tout le monde peut être victime, bien sûr, de certains faits qui feront en sorte que l'on puisse marcher sur ses droits. On explique ici, donc ça intéresse tout le monde. Peut-on savoir comment obtenir ce livre, par exemple, si quelqu'un en a besoin? Oui, les livres sont vendus d'abord sur Internet parce qu'ils ont été publiés à l'édition Eddy Livre à Paris. Mais sur place, localement, lorsque quelqu'un en a besoin, il peut passer au décanat de la faculté de droit, s'adresser au secrétariat de la faculté. Il y a une personne qui est chargée pour fournir tous les renseignements sur le livre. Si quelqu'un est à Lubumbashi, palais de justice, faculté de droit, il peut obtenir tous les renseignements ou dans un cabinet d'avocat où moi-même j'exerçais comme avocat, donc vous pouvez trouver ces livres. Et en dehors de notre pays, si vous voulez acheter en ligne, vous entrez en ligne, vous écrivez droit de réparation de professeur Kandolo, vous allez trouver tous les renseignements pour acheter en ligne, pour ceux qui ne peuvent pas s'en procurer physiquement comme ça. Voilà, nous terminons déjà avec l'émission. Un mot en guise de conclusion. En guise de conclusion, j'incite les personnes congolaises à prendre connaissance des mécanismes que nous avons proposés. Il y en a beaucoup. Ici, c'est brièvement que je parlais. Il y a beaucoup de mécanismes que j'ai proposés pour l'évolution du droit congolais et surtout les réparations des victimes. Nous avons beaucoup de victimes dans ce pays. Les victimes de guerre, les victimes des violences, les victimes des actes des agents de service public de l'État, les victimes des policiers, les victimes des mouvements rebelles. Nous avons tous ces groupes-là constituent pour moi des victimes dans l'ensemble. Et tous ces groupes méritent une réparation. Et je le déclare à haute voix dans mes écrits qu'il faut prévoir un mécanisme ou des mécanismes de réparation de toutes ces victimes. Donc, il est essentiel qu'on prenne connaissance du contenu pour savoir quels sont les mécanismes qui sont proposés à l'État afin de réparer tous les préjudices subis par les victimes congolaises. Et je pars de 1960 jusqu'à nos jours. Voilà, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs des Héros Télévision, nous arrivons déjà à la fin de cette émission Droit et Justice où nous avions le plaisir de recevoir le professeur Pierre-Félix Kandolo. Avec lui, on a analysé cet ouvrage qu'il venait d'émettre sur le marché. L'ouvrage s'intitule simplement Droit des réparations. Dans le premier volume, il y a presque 3 titres, je peux dire. On parle des droits généraux, on parle des droits de la personne et les droits internationaux humanitaire. Et dans le deuxième volume, il est en train de parler des mécanismes d'accès pour les victimes à la justice. Vous avez suivi les explications sur tous ces livres. Avec vous, nous prenons donc rendez-vous pour un nouveau numéro de l'émission Droit et Justice pour le jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci, prof. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci.